Latte. Christophe Ondelatte. Jamais, je crois, je ne vous ai raconté une affaire criminelle avec autant de détails. Et pour cause, mon histoire d'aujourd'hui s'appuie sur un livre bourré de détails. Le livre de Florence Aubenas, L'inconnu de la Poste, aux éditions de l'Olivier. Le fruit d'une longue enquête sur un meurtre resté longtemps impuni, celui d'une postière en 2008 à Montréal-Lacluse, dans l'Ain. Ce crime a longtemps été attribué à un certain Gérald Thomassin, qui a été un acteur assez célèbre puisqu'il a eu un César, et il a été célèbre surtout pour avoir été le petit garçon du film Le Petit Criminel de Jacques Doyon. Florence Aubenas sera là tout à l'heure. Je vous en supplie, restez jusqu'au bout, parce que c'est à la fin que se trouve le sel de toute cette histoire. Je l'ai écrite avec Thomas Audouard, réalisation Céline Lebrun. Europe 1, Christophe Ondelatte. Au centre du Haut-Bugey, dans les Alpes, une courte bande de terre se faufile entre les montagnes. Elle permet de relier la France à la Suisse. Et au milieu, il y a un petit lac, mais d'un bleu pas comme ailleurs. Le lac de Nantua. Dans ses carnets de voyage en 1835, Alexandre Dumas écrit que ce lac est un joyau précieux. Édith Piaf y avait ses habitudes. Et Fernand Reynaud et Louis Aragon. Et puis dans les années 70, sur sa rive, on a construit une autoroute. Et le lac de Nantua est devenu d'une beauté délaissée. C'est au bord de ce lac que ça commence. Un jour de l'été 2007, le 27 juin exactement, dans un gros village juste en face de Nantua, sur l'autre rive, Montréal-Lacluse. Quand un homme et une femme viennent s'installer au camping, l'homme tend ses papiers à la patronne. Il s'appelle Gérald Thomassin, il a 33 ans, et la femme qui est avec lui s'appelle Corinne. Il voudrait dormir dans l'herbe, au milieu des caravanes. « Ah, ça non, monsieur, ça c'est pas possible. Il vous faut avoir une tente. » Alors, ils achètent une tente. Quelque temps plus tard, le voilà qui pousse la porte de la grande poste de Montréal-Lacluse. Bonjour. Je vais m'installer ici à Montréal. Je voudrais ouvrir un livreur. La postière lui tend un formulaire, et à la ligne profession, l'autre écrit « acteur ». La postière se dit « c'est un mythomane ». Je viens de terminer un film. Il y a quelques semaines, un film de Jacques Doyon, vous connaissez ? J'avais le rôle principal. Et j'ai même eu un César au début de ma carrière. Le César du jeune espoir. La postière se dit, ça y est, il délire. Et vos revenus aujourd'hui, monsieur ? Eh bien, le RMI. La postière se dit, tout ce baratin pour en arriver là. Mais dès qu'il quitte l'agence, elle saute sur Internet. Ça alors, il est vraiment acteur, plus d'une vingtaine de rôles. Et le César, ça n'est pas non plus une fable. Il l'a gagné en 1991, il avait 16 ans. Elle n'en revient pas. Thomassin loue un studio dans une vieille bâtisse près de la fontaine. Un studio en sous-sol, une sorte de cave, de grotte, éclairée par un soupirail au ras du trottoir. Et les voisins le voient vadrouiller, remonter les ruelles avec une canette à la main en parlant tout seul. Et ils l'entendent faire hurler sa musique. Ici, personne ne fait ça. Juste en face de son studio se trouve la Petite Poste, la seconde agence de Montréal-Lacluse. Une poste de poupée qui accueille une quinzaine de clients par jour, pas plus. L'employée qui tient le bureau s'appelle Catherine Burgot. Et le matin, à l'ouverture, elle a son petit rituel. Ses copines viennent boire le café dans la salle de repos derrière le bureau d'accueil. Les premières prennent une des chaises dépenaillées, les dernières piquent une fesse sur le rebord de la fenêtre, et ça fume, ça rigole avec des rires de collégiennes, ça parle de leur vie, de leurs hommes, de leurs galères. En public, Catherine Burgot respire le tout va bien. Même si après 20 ans de mariage, elle est en train de divorcer. Même si elle prononce de temps en temps des phrases qui font peur. Je vais me foutre en l'air. Je serai mieux là-haut débarrassé de tout. En novembre 2007, Catherine Burgot fait une première tentative de suicide.
Et à l'été 2008, une deuxième tentative, alors qu'elle est enceinte. Enceinte d'un nouvel homme, un rustique timide qu'elle a rencontré en boîte de nuit. Et le 19 décembre 2008, à 9h05 précisément, un homme, un ébéniste, pénètre dans le petit bureau de poste pour y récupérer un paquet. Personne. Juste le petit chien de Catherine, un bichon blanc toiletté comme un milord. Y a quelqu'un? L'homme pousse la porte de la salle de repos. Le petit chien va s'asseoir aux côtés de Catherine. Elle gît entre l'évier et le coffre, dans une nappe de sang. La première chose que se disent les gens, c'est « elle s'est tuée ». Oh ben je crois bien que cette fois elle a réussi son suicide. À 9h38, l'estafette des gendarmes se gare en travers de la rue. Et aux gendarmes aussi, on a dit que c'était un suicide. Et puis, le médecin du village pénètre dans l'agence. Il en ressort presque aussitôt. Elle a été assassinée. À coups de couteau. Du coup, à Montréal-Lacluse, la peur s'installe. Les commerces et les administrations ferment, une sorte de couvre-feu improvisé. Une main dépose une rose blanche devant la poste, et Gérald Thomasin, qui habite en face, trouve l'idée brillante. Alors il tape quelques euros à un voisin, et il va déposer une seconde rose. Et puis, quand les équipes de télévision débarquent, le même Thomasin dit à ses copains Rambouille et Tintin: « Les journalistes vont me reconnaître. Ils vont savoir où j'habite. Faut que je me planque. Sinon, ils vont vouloir m'interviewer. Je suis un acteur sauvage et solitaire, moi. » Les gendarmes installent leur quartier général à la mairie. C'est la section de recherche de Lyon qui est chargée des investigations. Et les auditions commencent. Les témoins et les proches défilent. Et à la tombée de la nuit, c'est le futur ex-mari de Catherine qui est entendu. C'est vrai que ces derniers mois, ça se passait pas trop bien entre nous. À cause de mon travail, quand je rentrais tard, elle se retrouvait toute seule à la maison, avec les enfants. Et il y a quelques mois, elle m'a dit qu'elle voulait plus vivre avec moi parce qu'elle m'aimait pas. Elle l'a dit comme ça, en deux phrases, pas un mot de plus. Moi, je voulais pas la quitter. Alors je l'appelais au téléphone. Trop souvent, je le reconnais. Et puis j'avais fini par renoncer. Et on se voyait plus que chez l'avocat. Et pour les enfants. Voilà. Une semaine plus tard, le 26 décembre, on enterre Catherine Burgot. Tout le village est là. Et les gens de la vallée, des centaines de personnes. Et les gendarmes ont prévenu la famille. On sera en civil, hein, au milieu de la foule. Vous savez, c'est souvent que les assassins assistent aux funérailles de leurs victimes. Hein. Pendant toute la cérémonie, Raymond Burgot, le père de Catherine, n'arrête pas d'y penser. Il dévisage tous les hommes, les uns après les autres. Et si c'était lui? Ce moustachu baraqué, par exemple, avec la gueule de travers, il lui a mal parlé un jour, ça lui revient. Le cercueil sort de l'église sur la chanson de Tite. Y compris les médecins légistes. Nous avons compté 28 coups de couteau, dont certains ont transpercé les poumons et les côtes. 6 de ces coups étaient mortels, dont 2 à la gorge. Le ou les tueurs ont aussi pris de l'argent dans le bureau de poste, 2600 € exactement. Un braquage qui a mal tourné? Les gendarmes croient plutôt à un crime passionnel, déguisé en cambriolage. Le jour du crime, Catherine Burgot a envoyé un dernier texto à une amie à 8h37. On va super bien, bisous, Cathy. L'homme qui a découvert le corps, l'ébéniste,
est entré dans l'agence postale à 9h05. Le crime a donc été commis entre 8h37 et 9h05. Le futur ex-mari, qui est clairement dans le viseur, commence par dire aux gendarmes: La veille au soir, je suis rentré chez moi jusqu'au lendemain matin, jusqu'à ce qu'on m'appelle pour me dire ce qui s'était passé. Mais assez vite, il ajoute quelque chose. En fait, j'ai rencontré une femme. Et la veille du crime, on était ensemble. Ça s'est pas bien passé d'ailleurs. Elle m'a annoncé qu'elle voulait rompre. Et malgré tout, je lui ai proposé de la rejoindre dans un banquet de fin d'année où elle devait aller. Vous y êtes allé directement de chez vous? Non. Non, en chemin, je me suis arrêté boire un coup. Et après, vous êtes allé au banquet? Oui. Et là-bas, on a parlé. Mais elle n'avait pas changé d'avis. Alors elle est rentrée chez elle et moi chez moi, et après, j'ai pas quitté l'appartement. Une voisine dit qu'elle a vu sa voiture sur le parking à 8h15. Lui s'est connecté à son ordinateur depuis chez lui à 9h09. Entre les deux, il y a une inconnue de 45 minutes. Et cette inconnue coïncide exactement avec l'heure du crime. Le patron de la pizzeria dans laquelle il s'est arrêté la veille est interrogé. Ah oui, il était là. J'allais oublier. Il a passé un appel quand il était ici. On identifie l'appel. C'est un jeune homme de son équipe commerciale. Il m'a appelé. Il m'a appelé pour me dire que le débriefing hebdomadaire qu'on devait avoir le lendemain à 8h30 se ferait pas. Et il vous a dit pour quelle raison? Il m'a parlé d'un problème avec sa mère. Et c'était déjà arrivé, ça, qu'il annule un briefing? Ah non. C'était la première fois. Il a annulé une réunion à l'heure du crime. Tous en boîte. Un homme à bout, qui apprend que sa femme est enceinte d'un autre homme, et que sa maîtresse l'a quitté. Seulement voilà, l'hypothèse d'un drame passionnel vient se fracasser contre un élément majeur. Dans la petite poste, les gendarmes ont découvert des indices génétiques. Une main sanglante sur le monnayeur du guichet. Les analyses ont révélé que c'était la main d'un homme, un chromosome Y. Mais on a aussi trouvé un sac de sport sur la table de la salle de repos. Et là, on a pu en tirer un ADN. Et le labo est formel, c'est le même homme qui a touché à la fois le sac et le monnayeur. Or, l'empreinte génétique n'est pas celle du futur ex-mari. Il est innocent, absolument innocent. À Montréal-Lacluse, la chasse commence. Les gendarmes comptent que 24 fenêtres ont vue direct sur l'entrée de la poste. Et que tous les matins, à cette heure-là, 342 voitures et 431 piétons passent en moyenne devant l'agence. On se bouscule pour témoigner. Oh, moi j'ai vu 2 témoins de Jéhovah bien habillés. Moi j'ai vu une camionnette blanche, sans personne à l'intérieur. Oh, figurez-vous que moi, j'ai vu un vendeur de calendrier pour les sans-abri. Figurez-vous qu'il y avait une Golf verte, ancien modèle, sale, comme s'il y avait des affaires dedans, et que quelqu'un y avait couché. 600 témoins sont entendus, en vain, comme si l'assassin s'était fondu dans le paysage. À un moment, on s'intéresse au sac de sport sur la table, celui sur lequel on a trouvé la trace ADN. L'une des copines du café du matin est interrogée. « Dites-moi ce sac, madame. Est-ce qu'il appartenait à Catherine Burgot ?»« À Catherine ? Un truc pareil. C'est pas du tout son style. » L'inconnu, le tueur, l'aurait donc oublié. Fin janvier, 2 dames poussent la grille du cimetière. Elles n'ont aucun mal à trouver la tombe de Catherine. La plaque de marbre disparaît sous les couronnes et les petits mots. Et à côté, assis sur une tombe voisine de dos, elles voient un homme. Un homme qui a l'air très abattu.
On va aller lui dire que nous aussi, on a beaucoup de chagrin. Pour voir. L'homme se redresse, il pleure, ou bien il a pleuré. Il a une canette à la main, et il se met alors d'évider sa vie. Il habitait une cité de Paris dans le 93. Il a passé 12 ans à la DAS. Et puis je suis devenu toxicomane. Mon premier trait de cocaïne, c'était au Canada en 92. Ma première injection d'héroïne, c'était à Lisbonne. Mais maintenant, je suis sevré. Je tourne plus qu'au Subutex. Il parle aussi de ses séjours en hôpital psychiatrique, de ses cures, de son hépatite C. Et puis il leur dit qu'il est acteur, qu'il a tourné avec Thierry Lhermitte et avec Gaspard Ulliel. Ah bon? Et c'est quoi votre nom? Gérald Thomasin. Oh, ça me dit trop rien. Et là, il se met à évoquer l'affaire de la Poste. Et sur la tombe de Catherine, il se met à jouer la scène du meurtre. Il fait le geste d'attraper quelqu'un par derrière, en l'encerclant avec le bras et en lui mettant un couteau sur la gorge. En remontant vers les grilles du cimetière, les deux femmes se disent, toutes les deux, en même temps, et si on avait trouvé l'assassin? En arrivant chez elle, la plus âgée des deux femmes appelle son fils appelle le maire, et le maire appelle la brigade. Le 6 février 2009, des spécialistes de la gendarmerie débarquent chez Thomasin, empaquetés dans des blouses blanches à capuche. Ils ferment les volets et ils pulvérisent du Blue Star, ce produit qui révèle les taches de sang. Hé, regarde les traînées là. Sur le verrou, dans la cuisine aussi, regarde. Dans la salle de bain aussi, dans les toilettes. Dites monsieur, d'où il vient ce sang? Ah, c'était l'année dernière. Je me suis blessé en taillant un sandwich. Section du tendon du petit doigt. J'ai dû passer 3 jours à l'hôpital à Lyon. Les voisins du dessus confirment qu'ils l'ont bien amené aux urgences. Dans le studio, les investigations continuent. Et sans qu'on ne lui demande rien, Thomasin sort de la banane qu'il a à la ceinture un cran d'arrêt. C'est avec ça que je me suis blessé au doigt. Le 4 mars 2009, Gérald Thomasin est placé en garde à vue. Il est entendu à 6 reprises. Et le rapport des gendarmes dit ceci: Thomasin ne fournira aucun élément probant quant à sa participation ou sa connaissance des auteurs du meurtre. Il donne des explications troublantes sur la motivation de l'auteur de ce crime et sur le déroulement de l'agression. Est-il possible d'accumuler autant de coïncidences? Mais il ne nous donne aucun élément permettant de l'impliquer formellement. Nous n'avons pas pu obtenir d'aveu de sa part. Et le sang retrouvé chez lui est bien le sien. Et l'ADN retrouvé à la poste ne matche pas avec son propre ADN. Thomasin ressort libre. À Montréal-Lacluse, ça fait 6 mois maintenant, et la fièvre commence à s'apaiser. Maintenant, l'été flamboie sur le lac de Nantua. Et les premiers vacanciers des Néerlandais viennent d'arriver au camping. Mireille, la patronne, a sorti le vin blanc. Et chez Raymond Burgot, le père de Catherine, les visiteurs se font de plus en plus rares. Les gendarmes ont arrêté de passer. Ne reste que le dernier fidèle, le futur ex-mari de Catherine. L'histoire a emporté sa vie comme une boule de feu. Il ne dort plus, il ne mange plus, il sort à peine. Et de temps en temps, quand il n'y tient plus, il passe en voiture devant la grotte de Thomasin. Et le 24 juillet 2009, il le voit qui descend de son vélo. Alors il le suit, et il s'engouffre derrière lui dans sa grotte. « Tu vas me dire la vérité sur ce qui s'est passé dans la poste !» Il dira qu'à ce moment-là, Thomasin lui a fait un sourire nargueur. Alors il l'a poussé, il l'a frappé au visage, au genou et dans le ventre. Une raclée. Et Thomasin qui crie: « J'ai rien à voir avec tout ça !» Alors pourquoi les inspecteurs s'intéressent tellement à toi, hein? T'es peut-être comédien, mais ton cinéma, ça marche pas avec moi. Tu cherches une vie tranquille? Alors déménage. Je te tuerai, hein, si t'arrêtes pas de nous emmerder. Maintenant, Thomasin a peur d'être tué. Alors il boucle un sac, il brûle des papiers, et il s'enfuit. Destination Rochefort, en Charente-Maritime. À Rochefort,
Thomasin commence par aller chez son amie Corinne. Et puis, il finit par planter sa tente derrière la gare de Rochefort, en compagnie de 2 rats et d'un Rottweiler. Et il fait la manche derrière l'Intermarché. À Montréal-Lacluse, le copain de Thomasin, Tintin, continue de boire les mêmes bières et de retourner aux mêmes endroits. Un temps, ils se sont envoyés des textos. Et puis un jour, Thomasin a cessé de répondre. 3 ans après le crime, le copain Tintin dit aux gendarmes qu'il a quelque chose à leur révéler, dont il n'a jamais parlé. C'était quelques mois avant le meurtre. Thomasin, il m'a parlé de faire une connerie. Et là, il a ouvert la porte du meuble télé. Et il a sorti un bas noir avec un nœud au bout. Et il se l'est enfilé sur la tête. Et qu'est-ce qu'il comptait faire avec ça? Oh, pas un braquage, hein. Ni la poste, ni une banque, hein. Il a mimé un rodéo à moto. Et puis aussi un fusil à pompe. Et quelque chose autour d'un distributeur de billets. Mais attention, hein. Moi, je pense que c'est pas l'auteur du crime, hein. Je l'ai jamais vu agressif. Ce témoignage ravive l'enquête. Dans un rapport au juge d'instruction, les gendarmes récapitulent les éléments à charge. Il habite près de la poste. Il n'a pas d'alibi vérifiable sinon d'avoir dormi. Il a un passé de toxicomane alcoolique. Il a quitté l'appartement avant la fin de l'enquête. Il a décrit le crime à 2 témoins croisés au cimetière. Et il est aux abois financièrement. Le rapport explore aussi la carrière d'acteur de Thomasin. Son dernier rôle est sombre. Il y tient un rôle marginal. Dans une scène tragique, il agresse un homme à coups de couteau. Son expérience d'acteur lui donne une capacité à tenir un rôle, à composer et à se dédoubler. Au printemps 2013, Thomasin, à Rochefort, est placé sur écoute. Et en juin, un major de la gendarmerie l'appelle. « Nous voudrions vous entendre à nouveau dans l'enquête de la Poste. Nous allons vous envoyer une équipe. » Entre-temps, un soir, Gérald Thomasin appelle son petit frère en pleine nuit. « Ouais, Jérôme, c'est moi. T'as vu l'heure qu'il est? Je sais. Il y a des gendarmes de Lyon qui sont venus à Rochefort. Je voulais te dire, je vais aller les voir. Je vais leur dire que c'est moi qui ai assassiné la dame. Mais pourquoi? Je suis pas coupable, hein, t'inquiète. Mais c'est juste que comme ça, je vais connaître la vraie histoire, quoi. Je saurai où ils sont, quoi. Ils savent très bien que c'est pas moi, de toute façon. Arrête un peu, Gérald. Non. T'as pas compris. Mon esprit était dans la poste. Non, mon esprit était chez moi et mon corps était dans la poste. C'est moi qui l'ai fait. T'aimes bien t'attirer des histoires, hein, Gérald? Ben, quand t'as fait une bêtise... Écoute, Gérald, rappelle-moi demain quand tu seras plus clair, hein. Évidemment, les gendarmes ont écouté la conversation. Le 26 juin, Thomasin est placé en garde à vue. Vous vous êtes épanché auprès de votre frère. Qu'en est-il, monsieur Thomasin? Oh, ben c'est juste parce que ça me prenait la tête de me retrouver encore dans votre bureau. Enfin, vous avez crié haut et fort que vous aviez tué la postière. Et que vous alliez nous le dire. Avez-vous tué Madame Burgot? Mais non, je l'ai pas tuée. Je suis pas un assassin. Le 29 juin, Thomasin est mis en examen pour vol avec arme et homicide volontaire avec cette circonstance que les faits ont été commis sur une personne chargée d'une mission de service public. Peine encourue, la perpétuité. Il est écroué sous le numéro 120 006. Et en juillet 2015, il est renvoyé devant la cour d'assises de Bourg-en-Bresse. Il a pris comme avocat Éric Dupond-Moretti, qui fait appel de la décision de renvoi. L'avocat met en avant l'ADN qui ne colle pas, l'absence de témoins et l'absence de butin. Et contre tout pronostic, le renvoi aux assises est annulé. Thomasin reste mis en examen, mais l'enquête reprend à 0. Elle est confiée à 2 nouveaux juges pour qu'ils portent un regard neuf. En juin 2016,
Thomasin bénéficie d'une libération provisoire. Et un matin, il s'assoit sur le rebord de la fenêtre de sa cuisine, il compte jusqu'à 100 et il se jette 2 étages plus bas. Pronostic vital à engager. Après un séjour en soins intensifs et l'ablation d'un rein, il est hospitalisé en psychiatrie. Le miracle a lieu un jour où le téléphone n'arrête pas de sonner à la brigade de Nantua. Un dénommé Nain, N-A-I-N, qui appelle. Dites, je viens de lire dans le progrès que Thomasin a été libéré. C'est un type dangereux. Hein. Il va récidiver. Faites votre travail. À Nantua, tous les gendarmes connaissent Nain. C'est un petit bonhomme, la trentaine, avec une larme tatouée sur la joue droite, et un casier judiciaire haut comme lui. La dernière fois, il s'est battu avec un pompier qui n'avait pas ramassé la crotte de son chien. Les gendarmes se disent, s'il se mêle à cette affaire, c'est qu'il sait quelque chose. Il le convoque, il ne répond pas. Mais un jour, un adjudant aborde avec lui le sujet de manière informelle. Et Nain lui dit « J'étais à l'extérieur du bureau de poste avec Tintin, pendant que l'autre était à l'intérieur. » En mars 2017, Nain est à nouveau convoqué. L'ADN n'est pas le sien. Mais il est mis en examen et incarcéré pour complicité de meurtre. Et se pose à nouveau la question des assises. Avec cette fois 2 accusés au lieu d'un. Thomasin et Nain. Mais 10 ans après le crime, un matin, un homme est arrêté dans une société d'ambulance où il travaille près du lac. Au début, les gens parlent d'un excès de vitesse. Mais la nouvelle ne reste pas secrète longtemps. Il paraît que c'est pour le crime. Un homme, noir, la petite trentaine, le mariage pour bientôt, l'appartement acheté sur plan avec les chambres des enfants déjà prévues. Tout le monde le connaît. Il joue au football à l'AS Montréal-Lacluse. En 10 ans d'enquête, jamais son nom n'est apparu dans le dossier. Les gendarmes auraient pu passer à côté. Si un jour de 2016, le gars n'avait pas embarqué la carte bancaire d'une femme qu'il avait rencontrée sur Internet et retiré avec 600 €. La femme a porté plainte et la routine, les policiers ont prélevé son ADN. Et là, son ADN a matché avec le fichier. Il a matché avec les prélèvements du crime de la Poste. Le voilà donc en garde à vue. Vous connaissez le bureau de poste de Montréal-Lacluse, monsieur ? Ouais ? Ouais, j'ai dû y aller 2 fois. Une fois avec ma mère, je me souviens. Et puis une autre fois, je suis rentré, le bureau était vide. Alors j'ai avancé jusqu'à la pièce du fond, et là j'ai vu une femme allongée sur le sol. Je me suis approché, et elle respirait plus. Alors je me suis enfui sans toucher à rien. Plus tard, quand on lui parle de l'ADN, il finit par dire qu'il a touché le corps. Et qu'ensuite il s'est essuyé les mains sur le sac. Et qu'après il a vu une liasse de billets et qu'il l'a emporté. J'avoue que j'ai honte. J'aurais dû appeler au secours. Je regrette. L'ambulancier mis en examen est incarcéré. Et donc désormais, ils sont 3 mis en examen dans cette affaire. Et 3 à nier. À Rochefort, Thomasin est prévenu par un collaborateur de Dupond-Moretti. « Ah bon ? Oh, je savais qu'il finirait par le trouver. » Il imagine que son innocence va être reconnue, que quand l'affaire sera finie, il reprendra le cinéma. Le 29 août 2019, les 3 mis en examen doivent se retrouver dans le bureau des 2 juges d'instruction. Il s'agit de vérifier une éventuelle complicité entre Nain, Thomasin et l'ambulancier. Mais Thomasin n'est pas là. Son avocat tourne en rond en regardant sa montre, il n'arrive pas. Il a pris son train pour venir à Lyon, on en est sûr. Il a été verbalisé à 10h18, pas de billet. À Nantes,
pour cause de portillon, comme il n'avait pas de billet, il n'a pas pu prendre sa correspondance. Une femme l'a vu sortir de la gare. Une demi-heure plus tard, son téléphone a borné à la Beaujoire. Et depuis, la trace de l'acteur s'est perdue en plein jour. Dans cette ville où il ne connaît personne. Aucun mouvement n'a été observé sur sa carte bancaire et sa carte vitale. Depuis le 28 août 2019, il n'a pas réapparu. Et le 26 juin 2020, il a été mis hors de cause dans le crime de la Poste. Histoire directement tirée du livre de Florence Aubenas, L'inconnu de la Poste, aux éditions de l'Olivier. Je le précise devant vous, Florence, ce livre est beaucoup plus riche que ça, notamment de description de cet univers, de ce village. On sent que d'entrer dans cette petite communauté vous a totalement passionné. Donc l'écoute de cette histoire n'épargne pas le plaisir de lire le bouquin. Ce que je n'ai pas raconté, c'est que le jour où il ne vient pas à Lyon, vous y êtes aussi. Moi, j'y suis. En fait, on a rendez-vous ensemble. Parce que vous le connaissez depuis un petit bout de temps, évidemment. À force de traiter le dossier, effectivement, je le connais depuis un bout de temps, comme je connais d'ailleurs le père de Catherine Burgot, comme au bout d'un moment, on connaît... Sympathise. Voilà, on sympathise, on connaît les gens d'un dossier qu'on suit depuis 6-7 ans. C'est même vous qui lui avez payé le billet de train. Exactement. Donc je lui envoie le... Et c'est ce qui a donné lieu à un épisode étrange, puisqu'après, je suis convoqué moi-même par les policiers qui me disent « Vous l'avez aidé à fuir ». Oui. Donc tout à coup, vous avez l'impression de traverser le miroir et de vous retrouver vous-même entendu, j'allais dire, par la police judiciaire. Donc en effet, il m'appelle, il me dit voilà, je vais venir à Lyon, ça y est, mon innocence va être reconnue, mais comme d'habitude, Gérald n'a pas un sou. Et il dit, parce qu'il est, vous le racontez bien dans le récit, il est acteur, mais il est à la fois un peu SDF, on l'a bien compris. Et donc, ses cachets disparaissent, il paye tout à tout le monde, l'argent lui file entre les doigts. Et donc, au bout de 2 mois, il n'a plus rien et se retrouve à faire la manche, à vivre des minima sociaux. Et donc là, une fois de plus, il me dit, voilà, j'ai pas d'argent, comment est-ce que je peux faire ? Et je lui dis, je t'envoie un mandat. Et donc, je lui envoie un mandat assez rapidement, la veille d'ailleurs. Et il me dit, ok, je le prends. Le lendemain, il est censé avoir pris son billet, arrivé à Lyon, personne. Donc je l'attends en vain. Son colocataire, il habite avec un colocataire à Rochefort, m'appelle en pleurant au téléphone. Là, je vais vous imiter, Christophe. Oui, allez-y. Il me dit, Madame Aubenas, désolée, mais avec Gérald, on a tout bu hier. On n'a pas acheté de billets, excusez-nous, etc. Et donc, il n'avait pas d'argent pour ses billets. Mais il l'a amené à la gare. Il l'a amené à la gare, il l'a vu monter dans le train, il a été contrôlé dans le train, on l'a vu descendre du train, et à Nantes, changement de train pour arriver à Lyon, il se volatilise. Vous dites qu'à un moment donné, donc, vous êtes interrogé par la police, et le policier, c'est la toute fin du prologue de votre livre, vous pose une question. Que s'est-il passé selon vous ? Et alors la question reste en l'air, donc je vous la repose. Que s'est-il passé selon vous, Monsieur l'inspecteur, Madame Aubenas ? J'adorerais avoir une réponse, mais malheureusement, je n'en ai pas, et c'est pas du tout une pirouette que je fais là. C'est vraiment une interrogation, et vraiment, cette histoire, j'y ai travaillé des années, et elle me réveille encore la nuit. C'est-à-dire, qu'est-ce qui s'est passé ? Qu'est-ce qui a fait que Gérald Thomassin, alors il y a les multiples possibilités, c'est-à-dire, vous l'avez bien raconté, il est un peu suicidaire, il a des conduites à risque, donc il boit trop, il se drogue, il saute par la fenêtre. Enfin, il y a 1000 raisons pour lui de rencontrer un destin chaotique et dangereux. Mais là... un suicide, autrement dit. Un suicide ou traverser n'importe comment, enfin peu importe. Mais Gérald n'est pas quelqu'un qui se planque, c'est quelqu'un qui aime la compagnie des hommes, la compagnie des humains, et il se met toujours au milieu d'un village, c'est pas un solitaire du tout. Et donc, si malheur lui était arrivé de cette sorte-là, il l'aurait fait au milieu de beaucoup de personnes. Et on aurait, pour ainsi dire, retrouvé son corps. Là, ce qui est très surprenant, c'est qu'il a disparu, volatilisé, à un moment où son innocence est en passe d'être reconnue et où il a tout intérêt à être là et bien là. Il y a un côté du pont de Ligonnès dans ce mystère. Oui, mais sauf que une chose, enfin, je penche plutôt pour une idée. Alors, je n'en ai aucune, mais je crois plutôt que cette disparition n'est pas volontaire. C'est-à-dire que si elle avait été volontaire, maintenant il réapparaîtrait. Maintenant, il est hors de cause. Quel serait le problème ? Au contraire, je pense qu'il aurait. Il a fait une mauvaise rencontre dans ce quartier de la Beaujoire à Nantes. Peut-être. En tout cas, c'est pour moi l'hypothèse la plus probable. Alors, il faut qu'on parle de Thomassin, Florence, parce que
Malgré tout ce que vous nous racontez sur lui, on a un peu de mal à se faire une idée du personnage. Moi, je voudrais poser quelque chose sur la table. Il me fait, comme ça, de loin, sans le connaître, l'idée d'un homme schizophrène. Atteint d'une pathologie mentale, en tout cas. Oui, docteur. Ça, je me risquerais pas dans ce genre de choses. Ce qui est sûr, c'est qu'il a une enfance absolument fracassée. C'est-à-dire, c'est un gamin que sa mère a abandonné plus ou moins. En tout cas, il était placé en foyer, en famille d'accueil. Ça s'est souvent très mal passé. Une famille d'accueil très maltraitante. Donc, une enfance difficile, violente, compliquée, beaucoup d'addictions. Et le milieu du cinéma, alors ça, je l'ai découvert en faisant le livre. La violence de ce milieu, on la devine, bien sûr, parce qu'on a tous vu des grands acteurs fracassés. Je parle de comme Marilyn Monroe, pour ne citer qu'elle. Donc, c'est un milieu compliqué. Mais là, c'est un milieu très difficile, je crois, pour des gens qui n'ont pas de famille autour d'eux ou qui n'ont pas de filet après un film. Une de ses connaissances dit de lui, à juste titre, il n'a jamais connu la vie normale. C'est-à-dire qu'il est passé d'un foyer au cinéma, on ne peut pas dire que c'est la vie normale non plus. Et donc, il y a cette espèce de côté hors sol qu'il a sans cesse. Alors, peut-être c'est ça que vous appelez schizophrène. Non, parce que je dis schizophrène parce qu'il y a à plusieurs reprises, il dit qu'il entend des voix. Oui, c'est vrai. Et il y a aussi ce moment où il dit « Mon corps était dans la poste et mon esprit était ailleurs ». Alors, ça, c'est un moment qui m'a beaucoup intéressée dans cette enquête-là. C'est que quand il est interrogé par les gendarmes, la première fois, tout de suite après le meurtre, où il est pour une première fois un peu ciblé, les gendarmes jouent là-dessus et disent « Mais est-ce que vous êtes sûr que c'est pas vous ? Vous avez beaucoup d'addiction. Est-ce que vous ne pouvez pas imaginer, lui disent les gendarmes, que votre esprit serait chez vous ?» C'est une suggestion dans la question. C'est une suggestion dans la question. Et à ce moment-là, dans cette première chose, lui a cette espèce de vertige qu'on voit parfois dans les affaires judiciaires, qui sont ces aveux qui ne sont pas estorqués, parce qu'on lui a donné aucune claque. Attention, c'est pas du tout ce que je suis en train de dire. On lui a quand même suggéré on suggère quelque chose, et quelqu'un qui est un peu fragile, un peu au bord des choses, qui dort pas beaucoup parce que les gardes à vue durent longtemps, tout à coup, il le raconte très bien. Il dit « J'ai failli avouer. Je me suis dit, et si ce type avait raison, et si c'était moi ?» Et il a ce vertige, il va le dire, et puis il se dit « Non, mais c'est pas moi, c'est pas possible, etc. » Et ensuite, il reprend ça en boucle, et je pense que les aveux qu'il fait à son frère au téléphone, que vous racontez, quand il lui dit « Je crois que c'est moi, finalement c'est peut-être moi, etc. » Oui, on retrouve cette même chose. Complexe, ouais. Voilà, et je trouve ça intéressant parce que c'est vrai qu'il y a beaucoup de programmes, notamment aux États-Unis, là-dessus, où des crimes sont revisités à base d'ADN. Donc, quelqu'un a été condamné il y a 20 ans, l'ADN, ou en tout cas les preuves avec ADN n'existaient pas ou peu, et les dossiers sont revus à la faveur de nouvelles preuves scientifiques. Et un quart des personnes innocentées avaient avoué. Ouais. Et donc, les aveux qui étaient quelque chose, on dit tous spontanément, mais moi, si j'avais pas tué quelqu'un, je ne pourrais pas avoir. Ce serait impossible. Or, c'est possible. Bon, on le sait, Patrick Dills et compagnie. On le sait avec la tête, mais on ne le ressent pas. Et là, je trouvais intéressant parce qu'il le raconte assez bien, ça. Comment des aveux peuvent être, non pas estorqués, mais voilà, on peut se retrouver à avouer alors qu'on n'a pas forcément fait quelque chose. Combien de temps est-ce que vous avez consacré à cette affaire ? Vous dites dans le livre des années, mais pas à plein temps, parce que non, pas à plein temps. Le journal Le Monde ne vous a pas payé pour écrire ce livre à plein temps. Non. Rassurez-moi. Je vous rassure, je n'estorque pas mon salaire. Oui. Non, j'ai passé une année à plein temps, donc j'avais pris une année sabbatique. Une année sabbatique. Ouais. Là-bas. Là, à Rochefort, enfin, à faire mon petit tour de France. Ça veut dire quand vous faites ça, vous prenez un hôtel à Montréal-Lacluse ? Un Airbnb. Un Airbnb chez l'habitant, plus intéressant. C'est ça, plus intéressant, et il y a pas tellement d'hôtels, en fait, dans le coin. Donc, puis ça, effectivement, plus intéressant. Ouais. Et donc, voilà, j'ai passé pas mal de temps à Montréal-Lacluse, à Rochefort, je suis allée voir le frère de Gérald, enfin, j'ai vraiment fait Et c'est ça qui était une bonne chose dans cette affaire, c'est que ça fait une sorte de tour de France, comme ça, des différents endroits. Lui a été élevé en banlieue parisienne, donc j'ai été voir les endroits où il était. Enfin, je suis allée un peu partout. Mais on se demande, à un moment, tellement il y a de descriptions de cette communauté, de ce village de Montréal-Lacluse, si ça n'est pas au fond plus d'entrer dans cette communauté qui vous intéresse que les éléments qui concourent au crime. Non, mais je pense que c'est explicable parce que ça se passe là. Et assez souvent, il m'arrive d'être frustrée quand je lis comme vous, j'aime l'histoire criminelle. Et souvent, on lit une histoire et on a l'impression que ça se passe... c'est hors sol, ouais. Ouais, nulle part. Voilà. L'affaire Jubilard actuellement,
On sait pas, oui. On sait pas. On connaît que des bribes des faits. Voilà, des petites choses, l'affaire Daval. Donc il faut que ça s'ancre. Là, c'est possible parce que je voulais qu'on comprenne que ce village n'est pas un village qui va lyncher quelqu'un par pur plaisir. Que c'est un village qui est resté assez rural, qui est aujourd'hui ouvrier, mais resté rural avec cette mentalité-là, et qui est assez une grande famille, j'allais dire. Donc il y a ce côté-là, et un crime si violent, si soudain, ne peut venir que d'ailleurs. Et donc, on accuse qui l'étranger. L'étranger, voilà. Ouais. L'étranger. Et donc, je pense que dans une grande ville, on ne se serait pas forcément tourné vers Thomasin. Oui, évidemment. Parce qu'on n'aurait pas su qu'il était étranger. Oui, il aurait été l'un d'entre nous. Là, parce que déjà, la dame du camping a déjà expliqué qu'il voulait dormir dans l'herbe. En fait, tout le monde est au courant petit à petit de tout. Voilà, et qu'il ne se comporte pas comme ici. Alors, je veux dire, c'est loin de moi l'idée de dire que c'est... qu'il y a un village d'indigènes, mais c'est sûr que... Non, mais c'est un Indien, comme on dit. Quoi. Voilà, c'est exactement ça. C'est exactement ça. Et ça ne dit rien d'autre que ça. C'est un village très sympathique, Montréal-Lacluse. Donc. Mais quand vous décidez de vous arrêter 1 an pour travailler là-dessus, vous ne savez pas encore que Thomasin va disparaître. Or... Merci de ne pas m'accuser. Oui, mais donc, vous ne savez pas non plus que vous aurez une fin extraordinaire à cette histoire, au sens littéral du terme. Et en vérité, c'est cette fin qui fait le sel de ce récit. Donc vous avez l'intention d'écrire un livre dont vous n'avez pas la fin, à la base. Voilà, alors moi j'aime, c'était le... C'est une prise de risque. C'est une grande prise de risque, et je dois dire c'est ça qui me plaisait en faisant ce livre, c'est-à-dire c'est marcher sur le fil en me disant où est-ce qu'on va, je ne le sais pas moi-même. Et cette histoire-là, pour moi, elle symbolisait ça, c'est d'aller de mystère en mystère. Vous me direz, j'ai été servi. Et donc, vous avez toujours l'un qui téléphone pour dire, mais moi j'y étais aussi, en fait il y était pas... Ces sortes de rebondissements très étranges, jusqu'à cette dernière arrestation, ce garçon, cet ambulancier dont on a découvert l'ADN, qui dit « Moi, je l'ai pas tué, et il est présumé innocent, attention, mais est-ce que c'est lui, pas lui ? Il va y avoir un procès d'assises avec lui. Thomasin, qu'est-ce qu'il est devenu ? On n'en sait rien. » Et donc, chaque fois qu'on fait un pas et qu'on se dit « Ça y est, enfin le mystère va être résolu », ben non, on tombe sur un autre mystère. Mais si Thomasin ne disparaît pas, c'est pas la même histoire. C'est pas la même histoire. Mais ça, on ne le sait pas. Oh. Ouais, parce que j'adore, c'est le risque que vous prenez. C'est le risque. Parce qu'1 an sans salaire, c'est un risque financier, un peu. Ah ben bien sûr, bon. C'est un vrai risque financier. Oui. Vous irez au procès de l'ambulancier, bien sûr. Bien sûr. Ouais. Là, il faudrait m'enchaîner, là. Ouais. Sans mobile. En tout cas, ce qui est sûr, et ce qu'il reconnaît lui-même, c'est acquis, c'est dans le dossier, il dit « j'ai volé ». Donc le mobile financier existe. Ouais. Ça ne veut pas dire pour autant qu'il a tué. C'est-à-dire que pour l'instant... il y a ses aveux et son ADN, ses aveux partiels, qui disent « je suis rentré dans le bureau de poste, j'ai pris l'argent, j'ai vu et je suis parti ». J'ai touché et je suis parti. Voilà. Donc ça suppose, parce que vous faites bien le décompte horaire, qu'en une demi-heure, des assassins sont rentrés, l'ont tué, ont laissé l'argent. Donc premier mobile du crime, on ne le connaît pas. Ouais. Ils sortent, ne croisent pas l'ambulancier, qui dit « je rentre et je ne vois personne », qui lui-même rentre... va au fond, ce qui est improbable, parce que vous rentrez à un bureau de poste, vous n'allez pas pousser la porte de derrière. À la cuisine, voilà. Voit de l'argent qui reste, bien en vue, que n'ont pas pris les précédents, le prend et s'en va. Vous pourriez faire avocat général à son procès. Non, pas du tout. Ah non, vraiment pas. Et je vous dis, je suis très attaché comme vous à la présomption d'innocence, et je crois qu'il faut vraiment la marteler. Vous n'avez pas été tenté d'attendre la vraie fin de cette histoire, qui sera donc sa condamnation ou son acquittement? Ah, vous oubliez la disparition de Thomasin. Oui, ça suffit. La fin de l'histoire est là. Non, mais on va peut-être retrouver lui. Si on le retrouve lui, j'espère vivant. Il vous aurait appelé s'il était vivant. Ça, c'est sûr. Voilà. C'est ma conviction. Alors j'espère qu'il n'a pas eu cette idée, qu'il est vivant quelque part quand même. À l'hôpital psychiatrique, possiblement. ça c'est votre théorie, je vois bien depuis le début. Mais on sent une fragilité psychiatrique chez ce Bien garçon. sûr, très forte. Oui. J'ai adoré ce livre, je le redis. Même 1/10 du récit est dans mon histoire d'aujourd'hui. 90% reste à découvrir dans ce formidable livre, qui est un carton d'édition. Vous allez vous rattraper de votre année sabbatique. Florence Aubenas. Pour faire la suite. La maison d'édition, par ailleurs, est très chic. Les éditions de l'Olivier, qui est une vraie maison de littérature. C'est vrai. Des centaines d'histoires disponibles sur vos plateformes d'écoute et sur europe1.fr. Ne partez pas tout de suite. J'ai encore quelque chose à vous dire. Si les affaires criminelles vous intéressent, vous aimez sûrement aussi les séries télé inspirées de faits divers réels comme Le Serpent
sur Netflix, ou l'histoire du tueur en série Carl Sobrage, alors je vous recommande l'écoute d'un podcast qui consacre son dernier épisode aux séries True Crime. Le podcast s'appelle Seriland et vous le trouverez sur Apple Podcast, sur Deezer, sur Spotify ou sur votre plateforme habituelle d'écoute.